Jérôme Lascombe, bonjour. Bonjour. Nous sommes là pour parler des tendances sur les réseaux sociaux et vous aviez pas mal de choses à nous énoncer en termes de tendances sur 2013. Vous disiez, certes, les réseaux sociaux, c'est un canal de communication, mais ils changent en profondeur le métier du marketing. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça ? Oui, alors beaucoup de choses, je ne sais pas, mais effectivement, ça change beaucoup de choses dans le marketing. Il y a sûrement plein de gens qui sont des grands spécialistes du marketing dans la salle, donc je ne vais pas vous faire la leçon. Pour résumer, ça change le style du marketing, ça change beaucoup le langage du marketing, ça change le rythme du marketing. En deux mots, peut-être sur le langage, vous savez, quand on parle de marketing, on parle d'un langage assez militaire. On dit qu'on fait une campagne de conquête avec des cibles. C'est tout juste si on ne le retire pas dedans, quoi. Donc on a finalement un ennemi qui est son client. On essaie de lui faire peur, on essaye de l'acheter, on essaye de lui faire plein de choses, de lui vendre des clients, mais un peu malgré lui. Dans le monde social, c'est très différent, puisqu'on est obligé de se mettre au niveau de son client, on est obligé de mériter son respect. On est obligé donc finalement d'avoir une conversation avec lui. Ça change quand même de très loin la relation et le vocabulaire. Hein. Là, on parle de conversation, on parle de dialogue. On est quand même dans quelque chose d'un peu moins rugueux. Donc ça, c'est une première grosse différence. Il y a une autre différence qui est le temps. Bien sûr, on a eu deux présentations superbe juste avant notre panel. Finalement, enfin, c'est un lieu commun, mais on est dans le temps réel. Ça va tellement vite qu'on ne peut pas tout prévoir et surtout, on ne peut rien contrôler. Il faut accepter cette perte de contrôle. Finalement, c'est assez proche. Moi, mon métier de base, c'est les relations publiques. C'est un vieux métier. C'est un métier qui existe depuis 100 ans. Finalement, dans ce métier, on est toujours dans une logique où on doit mériter l'attention de quelqu'un, un journaliste, un leader d'opinion. Eh bien, dans la sphère sociale, c'est à peu près la même chose. Si on veut que les internautes s'intéressent à nous, en tout cas écoutent ce qu'on a à leur dire, il faut généralement mériter leur attention, donc les respecter, comme on respecte un journaliste quand on est en relation avec lui. Ok, vous aviez des choses à nous dire par rapport au rôle du social CIO, la façon dont les dirigeants avaient à se comporter par rapport aux réseaux sociaux. Oui, alors ces deux mots un peu exclusifs, enfin qui s'excluent l'un de l'autre, social et CEO, en tout cas pour une grande majorité des dirigeants des entreprises en France. C'est une problématique de génération, c'est une problématique de temps aussi, ça prend un peu de temps de s'occuper de ces réseaux ou de ces médias sociaux. Je pense que les choses sont en train d'évoluer beaucoup et que beaucoup de patrons, de dirigeants, si ce n'est pas le patron, en tout cas de cadres dirigeants des entreprises, sont aujourd'hui dans une situation où ils se rendent compte que c'est un outil de compétition économique. C'est un vrai outil de concurrentiel. Prenons Twitter, qui est quand même je pense, le réseau social préféré des grands patrons. Les grands patrons n'ont pas nécessairement le temps de s'occuper d'un compte Twitter, de tweeter 15 fois par jour, mais ça permet de faire plein de choses. Ça permet de passer de l'information à ses actionnaires, ça permet de passer de l'information à ses collaborateurs, ça permet d'être un peu plus transparent vis-à-vis de ses clients. Toute une série de bénéfices qu'aujourd'hui les patrons devraient avoir dans leur sacoche, d'idées qu'ils devraient avoir dans leur sacoche, c'est-à-dire représenter leur entreprise, expliquer ce qu'ils ont en tête, sortir de cette notion de secret qui faisait le pouvoir jusqu'à présent et passer à une notion plutôt de partage. Plus on partage, plus on a de pouvoir, et je pense que la plupart des dirigeants aujourd'hui sont en train, enfin la plupart, un certain nombre de dirigeants aujourd'hui sont en train d'en prendre conscience. C'est un sujet qu'on a beaucoup abordé tout à l'heure, l'engagement de l'ensemble de la communauté des salariés. Est-ce que le social, les réseaux sociaux changent aussi cette dynamique-là ? Oui, j'ai l'habitude de dire que les entreprises ou les organisations sont plus étanches. Vous n'êtes plus étanche. Quand on est dans un conseil d'administration, par exemple, on peut se retrouver avec des tweets qui sortent, des informations qui ne sont pas encore publiques et qui le deviennent instantanément. Ça s'est même passé à plusieurs reprises au conseil des ministres de la République française.
Ça change beaucoup de choses. On a fait une étude il y a quelque temps avec l'Institut Via Voice qui montrait que moins de 20% des entreprises aujourd'hui, publiques ou privées en France, avaient une charte d'usage des médias sociaux, des réseaux sociaux. C'est peu. C'est très très peu. Les entreprises ne sont pas encore conscientes que finalement leurs frontières, les limites de ce qu'elles sont et de ce qu'elles ne sont pas, sont poreuses et que leurs collaborateurs, si personne ne les a informés, si personne leur a dit que il faudrait peut-être faire attention à certains sujets, on ne peut pas en parler comme ça de façon totalement ouverte à l'extérieur. Si leurs collaborateurs n'ont pas été informés, on ne peut pas leur en vouloir de le faire et on ne peut pas les sanctionner de l'avoir fait. Alors, les réseaux sociaux restent malgré tout des médias sociaux où on fait paraître du contenu, mais les règles ont aussi changé. Plus de contenu, plus souvent, sous des formats différents. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu les meilleures pratiques à avoir ? Oui, alors il y en a toute une quantité de meilleures pratiques. Disons deux éléments. Le premier, c'est la vidéo. Alors bon, ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, c'est un peu un lieu commun, mais la vidéo, c'est le premier contenu. Alors la photo est le premier contenu échangé sur les réseaux sociaux, mais la vidéo est en train de prendre un essor considérable. Et quand on est une marque ou une entreprise et qu'on veut exister sur le web social, fabriquer de la vidéo en grande quantité, de qualité si possible, mais en grande quantité, ça devient un must. L'autre sujet, c'est qu'il faut savoir écrire pour être vu. On pousse de l'information, mais beaucoup d'informations, finalement, est mise à disposition, référencée, si j'ose dire. Donc il faut que tous les contenus qui sont publiés par les marques soient écrits pour le web. Il y a une anecdote, alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Libé.fr dans la salle ou quelqu'un du Monde.fr, mais pourquoi est-ce que le Monde.fr marche mieux que Libération.fr ? Juste un exemple. Vous savez que Georges Simenon, malheureusement, est mort il y a quelque temps. Le Monde.fr a titré « Simenon est mort ». C'est factuel, sujet, verbe, complément, on ne peut pas faire plus simple. Libération a titré « Maigret casse sa pipe ». Quand vous faites une requête, que vous avez entendu à la radio que Simenon était mort, que vous vous intéressez à cet auteur, vous n'allez taper ni pipe, ni Maigret, ni casse sur les moteurs de recherche. Vous allez taper mort Simenon. Eh bien, rien que ça, en termes de structuration d'un contenu, du langage, ça optimise de façon considérable l'information que vous publiez. Et donc maintenant, quand on fait un communiqué de presse, par exemple, pour une entreprise, eh bien, on tient compte de tout ça pour qu'il soit mieux référencé. On l'écrit avec des mots qui sont dans les requêtes préférées des internautes à propos de ce sujet. On le tag, on le relie, on modifie les URL. Donc ça, c'est très important. Quand on publie des contenus aujourd'hui, il faut en tenir compte. Alors, pour plein de gens parmi vous, c'est ce que vous faites tous les jours. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'utilisent pas ces techniques. Je sais que sur Hopscotch, vous avez développé toute une équipe de JRI. Le format vidéo prend de plus en plus d'importance. C'est quoi les secrets sur la vidéo ? Nous, on pense que l'une des familles de contenus les plus efficaces, les plus attendues en ligne, c'est l'info. Et l'info, c'est des faits. Alors, il peut y avoir des commentaires des faits aussi, de l'opinion autour des faits, mais on pense que les faits sont essentiels. Et que les marques aujourd'hui sont des émetteurs d'informations crédibles. Vous savez, quand toutes les institutions sont en crise de confiance, de conscience aussi un peu, la presse, le pouvoir politique, toutes les associations, etc. Les marques, finalement, quand elles se comportent bien vis-à-vis de leurs clients, inspirent confiance. Les marques sont censées aujourd'hui produire de plus en plus de contenu d'information. Et donc, comme on est une agence et qu'on conseille des marques, on s'est doté d'une équipe, non pas de production audiovisuelle, c'est pas notre objet. On n'a aucune prétention à devenir une agence une société de production pour la télévision, mais on a des JRI, des journalistes reporters d'images qui passent leur journée à filmer,
en grande quantité des images, à les monter aussi vite, très très vite, pour pouvoir utiliser ces images, les confier à nos clients et qu'ils existent plus et mieux sur le web. D'accord, donc de plus en plus de contenu, de plus en plus souvent, ça veut dire aussi qu'on a une problématique réelle de data, d'analyse. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Plus de contenu, il faut écouter les populations, il faut mesurer aussi. Quels sont les secrets pour faire ça convenablement? Oui, alors la mesure de l'efficacité d'une campagne sur les réseaux sociaux est à la fois simple et très compliquée. Simple parce que finalement, il y a des outils qui vous font ça très bien. Maintenant, analyser l'impact que peut avoir une campagne d'information ou de publicité ou de promotion sur les réseaux sociaux, l'impact in fine, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc ça, c'est les outils d'évaluation. Les outils d'évaluation évoluent assez rapidement. L'autre chose peut-être, c'est qu'il faut changer de posture, c'est-à-dire qu'il faut se mettre dans une posture une posture de mérite. Finalement, on se rend compte, alors je ne vais peut-être pas faire plaisir aux patrons de Twitter qui vendent la publicité, forcément, ou vendent la communication, mais aujourd'hui, pour une marque, ce qui est important, c'est de mériter plus que d'acheter. Enfin, c'est pas plus que, c'est en même temps. C'est-à-dire, d'un côté, on peut avoir une logique publicitaire qui est tout à fait honorable, qui reste très efficace dans un certain nombre de situations. Et à côté de ça, toute une série d'autres techniques. En fait, quand on veut être visible avec ces contenus dans la sphère sociale, finalement, il y a 4 manières de l'être. La première, c'est de la pub. J'achète de la visibilité. C'est assez connu, ça se passe pareil sur TF1. La deuxième chose, c'est je publie mon propre média, je deviens média, je suis une marque, j'ai mes contenus, ils m'appartiennent et je les diffuse. La troisième manière, c'est de mériter l'attention d'un certain nombre de personnes, donc des leaders d'opinion par exemple, qui vont reprendre mes contenus, qui vont les adapter, qui vont les digérer et les restituer, mais avec leur liberté de les traiter comme ils l'entendent. Et puis la quatrième manière qui est propre aux réseaux sociaux et qui est extrêmement efficace, c'est le partage. Alors dans notre jargon et en anglais, on dit paid, owned, earned et shared marketing or content. C'est vraiment aujourd'hui le earned et le shared sont en train vraiment de se développer et de se développer très vite dans l'esprit des gens de marketing à cause de l'essor des réseaux sociaux. Ok. Au niveau de la small data, vous parlez souvent de small data. Oui. Comment est-ce que vous l'analysez? Comment vous la traitez? Oui, alors moi je suis un peu nul en technologie, donc la big data, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait. Je pense que vous allez m'expliquer. On est, nous, plutôt dans le subtil, dans la broderie. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est les personnalités multifacettes, c'est l'identité complexe d'un leader d'opinion. On travaille sur des nombres réduits, connus, qui ne sont pas infinis. On travaille avec, par exemple, sur certaines campagnes, avec 100, 200 influenceurs ou leaders d'opinion. Ce qui est absolument essentiel, c'est de bien cerner l'identité numérique de cette personne. Donc on est vraiment dans le small, dans le détail, plus que dans le big et les agrégations d'un certain nombre de données numériques sur des individus, des internautes, etc. Donc c'est pour ça que nous on parle de small data, on n'est pas les seuls d'ailleurs, et c'est de cette manière qu'on arrive à, comme je disais tout à l'heure, mériter l'attention, attirer l'attention et être dans une relation de confiance avec un leader d'opinion. Ok, si vous deviez reprendre ce que vous venez de nous expliquer en 3-5 points pour donner les tendances de 2013, vous alerteriez sur quoi en priorité? Les 3 tendances sur 2013, ça c'est les 3 tendances sur 2013. De plus en plus, je pense que ce qui est en train de se passer avec les leaders d'opinion, c'est qu'aujourd'hui tout le monde devient leader d'opinion. Alors ça, c'est pas quelque chose de
purement actuel, ça a déjà commencé à se développer. Mais j'en parlais tout à l'heure avec l'un d'entre vous, le leader d'opinion principal d'un agent immobilier, c'est qui? C'est une gardienne d'immeuble. Quand on arrive, vous imaginez, la gardienne d'immeuble, elle sait quand il y a un appartement qui se libère, donc c'est une source d'information essentielle pour un agent immobilier. Aujourd'hui, identifier des gardiennes d'immeubles sur Facebook, c'est pas complètement impossible. Et donc on arrive maintenant à des logiques qui sont des logiques d'hyper-ciblage qui n'étaient pas forcément possibles avant quand on n'avait pas un tel développement des réseaux sociaux. Donc ça c'est une première tendance, c'est pas un saut qualitatif d'un coup, mais c'est quelque chose qui se développe. Même chose dans le domaine des jeux vidéo, les gamins. La deuxième chose, c'est que certains grands acteurs économiques sont en train de se rendre compte aujourd'hui de ce qu'ils peuvent faire avec les réseaux sociaux. Ce n'était pas forcément le cas avant. Un exemple, vous êtes banquier, vous avez énormément d'informations sur vos clients. Normal, vous avez leur compte bancaire, donc vous savez ce qu'ils achètent, dans quel restaurant ils vont manger, etc. etc. En revanche, quand vous êtes assureur, vous avez deux occasions en gros d'être en contact avec vos clients. Quand vous leur prenez de l'argent, quand ils payent leurs primes, ou quand ils ont un sinistre et qui sont en relation avec vous, et généralement ils se battent avec vous parce que vous ne voulez pas rembourser la totalité. Enfin bon, passons. Ça n'est pas d'une gaieté considérable. Le problème, c'est qu'un assureur aimerait bien avoir plus d'informations. Par exemple, quand vous déménagez, quand vous avez des enfants, quand vous partez en vacances, quand vous achetez une nouvelle voiture. Et où est-ce qu'on trouve ces informations ? Eh bien, on les trouve sur les réseaux sociaux. Et ça, on est en train de voir, et notamment aux États-Unis, de nouvelles tendances qui sont aujourd'hui d'analyser toute une série de conversations publiques. Publiques. On ne rentre pas dans la vie des gens de façon intrusive sans qu'ils soient... dans leur vie privée, sans que ce soit des contenus qu'ils ont publiés volontairement. Et avec ces informations, des assureurs peuvent faire plein de choses. Alors, la limite est parfois un peu ténue entre ce qu'on peut faire et ce qui n'est pas bien de faire. Mais ça, c'est aussi un sujet qui n'est pas émergent, mais qui est en train de se développer. La technologie aujourd'hui permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 1 an ou 2 ans. Ok, merci Jérôme Lascombe. Merci.